organisé cette année grâce à l'action de Ariane de Noyel, que je veux remercier ici, évidemment en lien avec Daniel Ibanez, pour faire vivre cette réflexion, ces échanges, ces partages sur la question de l'alerte, sur une question qui est centrale en démocratie. Comment est-ce que dans une société où il y a des dysfonctionnements majeurs, qui sont parfois cachés, parfois pas, des citoyennes et des citoyens décident de jouer leur rôle. Et pour ça... Parole en tant que co-directrice de l'école de journalisme de Grenoble. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Daniel et Ariane. Cette collaboration a commencé avec le salon des lanceurs d'alerte qui se déroulait à Paris. Les étudiants travaillaient en amont et puis venaient les retrouver à Paris. Et depuis, c'est quelque chose qui s'est du coup intégré dans nos maquettes pédagogiques avec la production d'un super magazine qui s'appelle Qui Vive. Donc, cette année, finalement, on a une édition, entre guillemets, décentralisée, grâce à la persistance et à la persévérance d'Ariane de Noyel, qui... Tu viendras nous rejoindre, Ariane, quand même, qu'on voit, parce que tout le monde te salue absolument. Et grâce à qui on a pu organiser avec Simon, avec l'école de journalisme et Sciences Po, ces rencontres, en espérant que finalement elles puissent entrer dans une autre dimension, peut-être un peu plus grande. Donc merci à l'équipe de Sciences Po, bien sûr, merci à l'équipe de l'école de journalisme de Grenoble, merci bien sûr au Méliès de nous accueillir dans cette salle, et merci à vous d'être là, et merci à tous les invités d'avoir accepté nos invitations. C'était quelque chose d'important, et merci aux étudiants particulièrement de l'école de journalisme de Grenoble, où j'interviens chaque année pour cet excellent magazine que vous produisez chaque année, qui s'appelle Qui Vive, et qu'on est vraiment content de découvrir chaque année. Voilà. La question de l'alerte, en fait, Sciences Po et l'école de journalisme sont finalement des partenaires naturels de ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, pour une raison assez simple, c'est que l'alerte est éminemment politique. Elle est éminemment politique parce qu'elle est toujours en lien avec ce que l'on appelle la chose publique, avec l'intérêt général, et par conséquent, il est absolument logique et naturel que l'on puisse travailler ensemble sur les questions de l'alerte, mais également sur le statut et comment émergent les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Bien évidemment, les affaires, et la grande différence entre une alerte et une information, c'est que l'alerte revêt un caractère de gravité et d'urgence, et que par conséquent elle intéresse la population. Bien évidemment, l'alerte, du fait qu'elle intéresse les affaires sociales et les affaires qui concernent la population, concernent les générations futures, comme on le dit à la télévision de temps en temps, et donc les jeunes générations, parce que c'est aussi vous qui aurez ça à gérer, et ce que nous ne gérons pas aujourd'hui, il faudra le réparer probablement demain. Alors, qui sont ces lanceuses et ces lanceurs d'alerte ? Quelles sont leurs motivations et leurs démarches, qui sont souvent appelées de la désobéissance civile. À mes yeux, en fait, ce sont des citoyens obéissants. Et le fait de les qualifier de citoyens obéissants plutôt que personne se mettant dans une démarche de désobéissance civile fait que la question de la protection, qu'on va forcément aborder pendant ces 2 jours, se pose complètement différemment. Et donc on aura forcément à y réfléchir. Comment distinguer une alerte d'une allégation, c'est aussi une question qui se pose. Comment on instruit contradictoirement les alertes pour ne pas sombrer ou ne pas se faire piéger par des affabulations. Donc toutes ces questions, qui sont des questions importantes, seront traitées pendant ces 2 jours. Ce soir, on va regarder ce documentaire, Les Doléances, qui nous intéresse parce que
finalement, ces cahiers de doléances qui s'appelaient cahiers citoyens, mais qu'on a appelés plus rapidement les cahiers de doléances, vont nous interroger sur des processus d'alerte. Et c'est avec Laureline Fontaine, si tu veux bien venir, avec notre ami Francis Château-Renaud, qui sont là, qui se présenteront tout à l'heure, mais comme ça, vous les voyez déjà avant la projection. Donc ils se présenteront tout à l'heure parce que ça sera plus facile, mais j'ai pensé quand on a organisé ça avec Ariane et avec Sciences Po et Simon Persicot que c'était pertinent d'avoir premièrement une personne qui a travaillé sur la notion de lanceur d'alerte, qui a inventé la formule lanceur d'alerte, Francis Château-Renaud, et Laureline Fontaine qui travaille sur le droit constitutionnel et sur la présentation de cet outil, qui est l'outil des pouvoirs et non pas l'outil des populations, et en quoi, finalement, on peut s'interroger aussi sur ces questions de constitutionnalité. Donc, professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle, et je travaille notamment sur la question des représentations de la Constitution et peut-être aussi le désir de Constitution dans le corps social. Et je m'attache aussi à diffuser un certain nombre d'idées sur la Constitution. Voilà. Je me suis intéressé aux questions d'alerte et de lanceurs d'alerte. Il n'y avait pas grand-chose en France, en fait, sur ces questions-là. Du coup, j'ai développé des recherches, des travaux, et puis j'ai surtout eu la belle surprise en 2015-16 de voir surgir les rencontres annuelles, enfin qui sont devenues les rencontres annuelles de lanceurs d'alerte, là tout à coup, qui venaient se dire et se partager. Et donc du coup, j'ai rencontré Daniel, qui est ici, et par lequel je suis là, je pense, aussi. Donc voilà, moi je suis là pour répondre à certaines questions ou essayer d'éclaircir certains aspects. Moi je m'appelle Perrine Poupin, je suis chargée de recherche au CNRS, je suis sociologue. Et j'étais active dans les îles Jaunes pendant 2 ans, j'habitais en région parisienne. Et Francis Château-Renaud, que je connais bien, était un des seuls chercheurs que j'ai croisé plusieurs fois dans les manifestations, donc c'est à noter. Même à proposer d'aller sur des ronds-points pour faire des ateliers, donc c'est toujours intéressant. Et sinon, moi de manière générale, j'ai écrit 2 articles, si jamais ça vous intéresse, sur la perception en fait, des gilets jaunes face à la violence policière, et aussi sur les street medics, comment ils s'organisaient. Et de manière générale, en fait, je travaille sur la Russie et l'Ukraine, sur des mobilisations, sur des luttes collectives. Et j'y vois, bien sûr, des liens et des thèmes communs entre différents pays. est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, puisque... voilà. Moi, je voudrais juste dire que c'est tout le problème de la représentativité du citoyen qui est posé et de nos institutions, tout simplement parce qu'elles ne correspondent plus du tout à ce qu'on en disait et ce qu'on en apprenait dans les facultés de droit dans les années 80. Une des premières observations du maire, c'est dire qu'il est le représentant de l'État dans la commune. Ça m'a interpellé, je ne sais pas, c'est ce que... puisqu'il y a une question de représentation, il y a un autre moment où il dit j'ai ouvert ma mairie. Et en fait, c'est ces deux affirmations de la part d'un maire progressiste qui veut faire sortir ses doléances. Et moi, ça m'a interpellé. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques observations là-dessus, vous trois? Je vais commencer par dire des bêtises, comme ça je serai corrigé par la spécialiste. Non, effectivement, le représentant de l'État, normalement c'est le préfet qui est au niveau du département, et ça se décline plus ou moins. En fait, il est d'abord le représentant des gens qui ont voté pour lui, enfin, qui ont élu la liste sur laquelle il était pressenti comme premier tête de liste, comme on dit, dans les petits villages, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, effectivement, il est à l'interface des deux, d'une pluralité d'échelles, et ça en fait un personnage important pour la démocratie locale, mais effectivement, avec aujourd'hui des tensions de toutes sortes, en particulier d'ailleurs parce que les petites communes, comme vous le savez, elles sont prises dans des Comcom ou dans des ensembles plus vastes, qui sont eux-mêmes soumis à des appareils de gestion extrêmement contraignants, où les élus sont tout le temps en train de se plaindre qu'il y a de moins en moins de moyens, effectivement, pour
réaliser simplement l'entretien, hein, des choses comme ça. Et il y a effectivement une forme de sentiment d'abandon. D'ailleurs, on voit bien même l'Association des maires de France n'a pas un rapport actuellement très chaleureux avec le gouvernement. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de se poser comme représentant de l'État, mais en même temps, d'une certaine manière, il représente le bien commun, l'intérêt général. Donc il y a effectivement une tension. Il incarne en fait cette relation entre le local et le national d'une certaine manière, ce qui n'est pas le cas du député qui lui est normalement au niveau national, il n'est pas au niveau local. Oui, bon, le problème c'est que ce mot représentant, représentation, il est, en fait, il a de multiples sens en fonction du contexte dans lequel on l'emploie. Parce que le mot représentation, ça a un sens juridique et ça a aussi un sens politique. Et c'est pas le même nécessairement. Et c'est toute la difficulté quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je suis représentant ». C'est-à-dire que quel est l'usage qu'il fait de ce mot à ce moment-là? Quand le maire dit « je suis un représentant de l'État », il en fait un usage technique en quelque sorte. Parce qu'effectivement, dans sa commune, le maire exerce un certain nombre de fonctions au nom de l'État. Il est le représentant de l'État. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit élu n'a aucune incidence sur cette fonction spécifique de représentation de l'État. Mais ça ne signifie pas qu'au plan politique, il représente l'État comme le préfet, par exemple, parce que ce n'est pas une fonction politique, c'est une fonction seulement juridique. Donc, vous voyez, là, ça a un sens qui n'est pas du tout le même que celui dans lequel on va dire, ben voilà, moi je représente les citoyens de ma commune, etc. C'est pas du tout la même chose. En sachant d'ailleurs que le maire, en tant que tel, sur le plan toujours technique, il n'est pas vraiment qualifié de représentant non plus des habitants de la commune. Normalement, ce n'est pas sa fonction. Le maire, c'est un exécutif. Il est effectivement un élu au départ, mais en tant que maire, il est l'exécutif de la commune, et donc il n'est pas le représentant. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que donc quand on entend parler de la représentation, il faut toujours se demander ce qu'on cherche à faire en employant ce mot. Et c'est vrai qu'il y a une question et qui va rejoindre la problématique des cahiers de doléances, c'est à quel point l'usage de la représentation a un effet de confiscation du pouvoir. Moi, il me semble que c'est quelque chose de très très important, ça. Parce que on s'aperçoit souvent que, au nom de la représentation, parce que par exemple les députés sont des représentants de la nation, comme normalement les sénateurs, même s'ils représentent plus spécifiquement les collectivités territoriales, mais les députés qui sont représentants de la nation, et il y a une autre personnalité qui a cette qualité de représentant, c'est le président de la République, eh bien, de ce fait, il n'aurait finalement pas de compte à rendre, et il serait seul, c'est surtout ça qui est important, il serait seul légitime à exercer le pouvoir, parce que eux seuls sont techniquement, constitutionnellement les représentants. Et je pense qu'on en reparlera, mais je crois que ça a une incidence aussi sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. En fait, tout le film est construit sur ce personnage, justement, qui utilise des termes comme représente, mairie ouverte, et c'est vrai que c'est assez... c'est très intéressant parce qu'il faut toujours qu'un personnage nous prenne par la main pour qu'on rencontre d'autres personnages, mais c'est à la fois aussi un peu problématique par rapport à cette histoire des Gilets jaunes, justement, qui était très horizontale, très démocratique. Et donc c'est à la fois sympa, mais à la fois on a l'impression aussi que c'est une manière de nous rendre l'histoire peut-être audible pour certains publics, on va dire, de la petite bourgeoisie culturelle, ou d'intellectuels, en tout cas, c'est à la fois sympathique, peut-être 5 ans après les Gilets jaunes, le film a été fait en 2023, et en même temps il y a quelque chose qui est rompu justement de l'organisation des Gilets jaunes, sachant que l'histoire, et même la parole aussi des chercheurs, en fait, on voit des archives comme si les personnes n'existaient plus, comme si en fait on parlait d'un passé, alors que il y a déjà des ronds-points qui tiennent encore. Par exemple à Crolles, dans la banlieue de Grenoble, en fait le rond-point tient toujours le samedi. On peut en rire, on peut dire que c'est des derniers illuminés, mais il se passe encore quelque chose. Et il y a eu aussi beaucoup de gilets jaunes à ne plus vouloir s'appeler gilets jaunes, à ne plus vouloir s'appeler citoyens engagés, enragés.
mais à essayer justement de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, en fait, comment on réforme ce système au-delà des manifestations, des contestations. Et ce travail-là, en fait, qui continue, en fait, qui s'appelle même plus RIC, moi, comme j'habitais dans la région parisienne à cette époque-là, et j'étais sur des ronds-points à peu près partout en Île-de-France, il y avait des gens, par exemple, en Essonne, qui continuent encore à faire des sites maintenant et à faire des réunions, des propositions. Et du coup, voilà, ce maire qui est mis en scène, cette histoire qu'on dit au passé, c'est à la fois une manière de dire les choses, de peut-être relancer le débat sur ces cahiers de doléances, et une manière de les archiver aussi, enfin de les enterrer un peu. Enfin, c'était ma perception de ce film. Je veux rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au documentaire, parce qu'il est effectivement très problématique si on tire le fil de l'alerte. Alors, alerte, première chose quand même, il a eu un effet. C'est que grâce à, notamment, pas que, à ce travail documentaire, une résolution a pu être votée en mars 2025 à l'Assemblée, disant qu'on va mettre à disposition les cahiers de citoyens ou de doléances, bon, peu importe pour le moment. Ceci dit, c'est aujourd'hui, le processus est bloqué, puisque juste avant de partir, Bayrou a décidé a fait suspendre le groupe de députés qui était en charge de cette opération de mise à disposition du public des archives. Mais je reviens sur les problématiques, parce que par rapport à l'alerte, effectivement, il y a un cadrage qui la rend assez fragile. Alors, d'abord, juste un point sur le numéro de focus de Proriol, il est magnifique. Ah oui, pardon, je suis un des collègues lyonnais dont il est question dans le documentaire, qui a tenté, avec d'autres collègues, de travailler sur ces cahiers de doléances à travers un projet de recherche qui nous a été refusé. Laurent Dartigue, excusez-moi. Officiellement, il n'y avait pas de raison officielle. Officieusement, une indiscrétion, on a appris qu'il était totalement inopportun de travailler sur ces cahiers de citoyens ou de doléances juste avant les élections présidentielles. Donc on n'a pas pu avoir accès aux archives. Alors, numéro de focus, parce qu'il ne dit pas qu'il a reçu une somme très très conséquente pour 3 semaines et demie de travail, alors que dans le même temps, il dit pourquoi les chercheurs font pas ça, mais les chercheurs ont été sollicités très très tardivement, parce que ça gueulait quand même pas mal, qu'on confie une analyse à des gens peu compétents pour la faire. Et donc un appel a été fait. On avait grosso modo une vignette, 3 minutes pour présenter un projet. Voilà. On a été entendu avec attention pour nous dire que non, finalement, il n'y avait rien qui était intéressant, mais on allait refaire un tour pour affiner, et puis finalement, il n'y a rien eu. Donc les 2,5 millions d'euros qui ont été mis dans cette mission du Grand Débat National pour analyser les cahiers de doléances sont partis entièrement aux entreprises privées, dont et Proriol. Sur le cadrage de l'alerte par ce documentaire, je pense que j'ai quasiment que des désaccords. D'abord, il y a l'impossibilité de faire un traitement, comme dit Proriol, on peut sortir sans proposition. Moi, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire une ânerie pareille, parce que pour sa propre analyse, il a travaillé sur peut-être 40% du corpus et encore. Je pense qu'on est très large quand on dit ça. Et en plus, il a mélangé tout. Parce que ce corpus, il est totalement mal foutu, il a été très très mal travaillé, puisqu'on ne l'a pas confié à des gens compétents, les archives nationales, par exemple, qui ont été écartées. Et donc, il mélange les cahiers ouverts par les mairies rurales,
bien avant les cahiers citoyens ouverts par l'opération Macron. Il mélange des comptes rendus de réunions locales avec des dynamiques collectives qui n'ont rien à voir. Il mélange des gens qui sont déplacés physiquement dans les mairies pour écrire et ceux qui ont envoyé des mails à la mission du grand débat national. Et d'ailleurs, on remarque tout de suite les différences. C'est-à-dire qu'on a des pavés quand on envoie des mails, le plus souvent, parce qu'on peut prendre le temps, on peut citer des références, on peut faire référence à tel bouquin, à telle émission de télé, etc. Donc il y a une très grande hétérogénéité de ce point de vue-là. Et donc mettre tout ça ensemble, ça n'a pas de sens. Il y a... vous dites peut-être parce qu'il y avait un cadrage petit bourgeois, j'en sais rien, mais dire qu'il n'y a pas de question de migration, nous, sur les deux corpus sur lesquels on travaille, Rhône et Isère, la question des migrants est extrêmement présente, la question musulmane est extrêmement présente, et les thèmes de l'extrême droite ont énormément diffusé dans le corpus sur lequel on travaille. Et il y a un autre problème important. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse du propos et puis vous reprendrez la parole tout à l'heure, parce que sinon on va être dans un tunnel. Bon, alors la synthèse, c'est que l'alerte ne peut pas fonctionner tel que c'est présenté dans ce documentaire, parce qu'elle n'a pas de robustesse par rapport à ce qui est dit d'un corpus extrêmement problématique. D'accord, donc vous êtes vraiment critique sur le documentaire et sur ce qui en est présenté, peut-être des observations? Ce qui me frappe effectivement, c'est le focus sur la question de la mise en disponibilité des cahiers, avec une décontextualisation quand même assez rapide finalement, parce que bon, je ne dis pas que tout le monde a sûrement en tête et en mémoire parfaitement tout ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes, mais enfin, je trouve qu'il y a eu quand même, il y aurait eu besoin peut-être d'une remise en perspective, d'une part. D'autre part, de tout ce qui s'était passé avant autour de ce qu'on appelle la démocratie participative, ou de toutes les formes de consultation publique, et Dieu sait qu'il y en a eu, parce que des grands débats nationaux, par exemple, il y en a eu sur l'éducation, il y en a eu, etc., qui à chaque fois ont posé des problèmes. Bon, après celui-là, il y a eu la question de la Convention citoyenne sur le climat, qui a marqué les esprits quand même, puisque le sans-filtre est devenu filtre total. Mais, donc il y a eu toute une histoire qui est quand même un petit peu... voilà, enfin, on zoome à fond sur ce personnage qui est tout à fait sympathique, effectivement, qui porte le documentaire, et on le suit. Donc c'est un pari de construction très bien. Et je trouve qu'effectivement, il y a vraiment un problème de resituer aussi les enjeux. Donc effectivement... la question de l'extrême droite, qui a toujours été une tension très forte dans la lecture qu'ont fait pas mal de gens de ce mouvement, de ce qui allait s'exprimer. Moi, je sais que j'avais suivi en 2019 un énorme corpus d'intello. J'avais aussi de temps en temps dans les manifs et les ronds-points, mais j'avais regardé comment les intellos essayaient de traduire ça, de l'interpréter, de lui donner du sens. Et c'était affligeant. Au sens où on voit bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, une séparation effectivement entre la capacité à dire ce qui se passe dans le monde social et les réalités de terrain. Donc là, il y avait vraiment quelque chose de frappant. Donc il y a eu plein de phénomènes comme ça, et la Macronie a été marquée par ça, avec en plus une accélération, une multiplication des crises. Alors c'est l'argument à un moment donné pour dire oui, on avait d'autres dossiers, puis il y a eu le Covid, et puis il y a la guerre en Ukraine, et puis la dissolution qui est tombée comme ça du ciel, comme on sait, etc. Donc il y a plein d'événements qui font que le faire en 2023, c'est déjà 5 ans après, ça aurait été intéressant de replacer les choses en transformation. Et pour moi, ça, c'est une limite, effectivement, qui fait que je ne vois pas le rapport avec l'alerte directement, sachant que le seul emploi qui fait vraiment de lanceur d'alerte, le personnage donc, qui nous a été redécrit sous un autre angle, etc., c'est simplement le leak. Bon, c'est-à-dire, tout à coup, quelqu'un rend public en fait, des masses de documents, comme ça s'est fait sur les Football Leaks ou sur toutes sortes de choses. Et ce qui est quand même une situation, en plus c'est marrant, parce qu'il est arrêté tout de suite par une chercheuse qui dit non, on a signé quelque chose qui nous empêche de le rendre public. C'est assez bizarre.
Là-dessus, quand même, ça serait intéressant d'avoir des points de vue plus juridiques sur à qui, au fond, appartient ce matériel. C'est la question à 1000 euros. Non, cela dit, pour reparler de ce monsieur, il est quoi, analyste en participation citoyenne? Oui, je ne savais pas que ça existait, mais apparemment si. Si, ça existe. Oui, oui. Des cabinets entiers. Oui, non, mais je sais bien. Mais c'est intéressant parce que quand il s'adresse ainsi à son auditoire dans le cadre de la réunion avec Marie Pochon, là, il demande quelque chose dont il a dit quelques instants auparavant qu'il avait tout lui-même sur son ordinateur. Et que donc ça aurait pu être intéressant qu'effectivement que lui-même fasse fuiter la chose. Alors à qui ça appartient? Oui, en effet. La problématique, c'est qu'à partir du moment où c'est mis aux archives, voilà, c'est plus la propriété de ceux qui ont écrit. Ils ont accepté eux-mêmes de laisser quelque chose en gage. Ils laissent un écrit en gage. C'est déposé aux archives, mais juridiquement, on peut toujours tout argumenter, hein, bien sûr. Il suffit d'attendre la bonne décision. Mais juridiquement, pour l'instant, c'est la propriété des archives, hein, tout simplement. Mais alors, on dira quelque chose après, mais je voudrais juste lancer, moi, pas une alerte, mais une piste. De toute façon, globalement, moi, j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit de critique sur le documentaire, mais je voudrais faire un pas de côté par rapport à ça et parler du fond en mettant l'accent sur la différence qui a été faite à 2 ou 3 reprises, je tends une perche, hein, entre ce qui s'est passé à un moment donné, notamment pendant les Gilets jaunes, qui relevait du cri, de la parole, et la question de l'écriture. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant ici, et moi j'ai un avis particulier là-dessus. C'est que sur l'écriture, j'ai pas forcément l'avis le plus courant qu'on ait pu donner, qu'on a pu entendre ici. Mais c'est peut-être pas le moment que j'en parle aussi. Ouais. Si. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que à un moment donné, on dit, ça suffit pas. Et donc, il faut écrire, il faut marquer. Et je trouve que si on se place quelques temps après, on voit qu'il y a une énorme différence, en fait, d'effet entre les deux. C'est-à-dire que finalement, l'écrit, il est pour l'instant très silencieux, puisque justement, on n'y a pas accès, il est enfermé, alors que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui a fait vraiment peur, qui a vraiment fait frémir les instances gouvernantes, beaucoup plus que ces cahiers qui ne les font pas frémir une seule seconde. Une seule seconde. Et je trouve que ça, c'est une question intéressante, que finalement, on accorde spontanément un statut à l'écrit qui est peut-être complètement injustifié. C'est-à-dire que l'effet de ce qui s'est passé vraiment, l'effet des cris, a été bien plus important que celui de l'écrit, qui reste pour l'instant complètement nul, et qui est justement la garantie qu'il ne se passera rien. Moi, je me posais la question de la légalité de l'interdiction de diffuser ces cahiers de doléances. Ça me semblait ahurissant. Je croyais qu'il y avait que les trucs secret défense qui étaient interdits d'être diffusés. Et ça, il n'y a rien de plus public. Et je ne vois pas comment ça peut être illégal de le diffuser. Comment on peut interdire à des chercheurs de le diffuser. Comment l'expert, on peut l'obliger à supprimer tout ça de son ordinateur. Enfin, ça me dépasse. Et sinon, le plus important, c'est quand même le contenu de ces cahiers de doléances. C'est le fond, c'est ce que la population, le peuple réclame. Voilà. D'accord. Perrine, vous voulez faire une petite intervention, peut-être après ce qui a été dit, parce que passer le micro, il y a peut-être parler entre les en même temps. J'ai bien noté la question, enfin les deux questions. Ce que je trouvais intéressant aussi dans la contextualisation du film, c'est que l'Oise a été un territoire très chaud, en fait, où il y a eu justement beaucoup d'actes. Et je me dis, en fait, ça se trouve, en 2018-2019, parce que moi je suis allée à Beauvais, à Hénin, sur Beaumont, enfin à différentes villes, et il y avait des assemblées vraiment à 100 à 200 personnes dans des villages vraiment petits où ça a drainé de d'autres villages. Je me dis, ça se trouve, enfin c'est une question qu'on se pose, il y a eu une pression quand même assez énorme sur ce maire qui était à l'époque maire, et du coup là en fait
c'est vrai qu'en 2023, on est complètement décontextualisé de sa propre action ou inaction. Enfin. Sur la question, on reviendra peut-être après parce qu'elle est décorrélée du film, mais sur la question des archives, effectivement, les archives qui ne sont pas classées, elles sont consultables par tout le monde. Et moi, pour être allé aux archives nationales, j'ai pris en photo tous les documents, y compris que M. Joseph Fontanet était au conseil d'administration d'une association dirigée par un abbé, quand il était ministre de tutelle de la même association et qu'il était président du conseil général qui l'a subventionné. Donc on peut prendre ça, on peut le publier, et c'était une des questions que j'avais notées. Aussi bien je comprends que l'accord de confidentialité, quand on est rémunéré, puisse s'opposer à la publication des données que vous avez eues contre rémunération, mais aussi bien sur le plan de la recherche, je suis un peu étonné qu'on soit obligé de prendre une délibération à l'Assemblée nationale pour dire il faudrait que... et d'ailleurs, c'est une des expressions que dit Marie Pochon, où elle dit oui, il faut faire en sorte qu'elles soient accessibles, mais elles sont accessibles puisqu'elles sont aux archives. Et donc je pense qu'il y a une difficulté dans la compréhension du processus. Peut-être Raymond, qui a un peu l'habitude des processus d'accès aux documents administratifs et publics. Raymond Avrier, oui, juste. C'était la question que je voulais poser. Qui s'est renseigné pour savoir qui a fait une demande de communication de l'ensemble de ces documents détenus par les archives, qui sont des documents administratifs puisqu'ils ont été transmis par l'administration aux archives, c'est un dépôt de l'administration aux archives. Et donc, hormis les secrets protégés par la loi, par exemple, les données où il y aurait des numéros de téléphone, des adresses privées, pour le reste, ces documents apparaissent sous toute réserve, comme diraient les magistrats, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Je n'ai pas bien noté sur le site de la CADA pour savoir, dans les données de la commission d'accès aux documents administratifs, s'il y a eu des demandes. Mais j'avais eu l'impression qu'il y avait eu des demandes de communication et qu'elles avaient été permises. J'ai pas non plus... Ce que l'on sait là dans le film, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont eu accès. Non, mais ne confondons pas tout. Là, on est en train de parler d'alerte, et un élément d'alerte, c'est il y a des documents publics qui sont ou qui devraient, certains disent qu'ils devraient être accessibles. Le sont-ils ou ne le sont-ils pas? On est encore pour quelques semaines dans un état de droit. C'est le juge administratif qui doit juger la communicabilité. Y a-t-il des jurisprudences du Conseil d'État? On n'a pas besoin de remonter au Conseil constitutionnel pour ça. Une grande spécialiste, je vous le dis tout de suite, de ces questions techniques précises, mais là, en fait, on est en train de faire, de mélanger deux choses. C'est l'accessibilité. Ces documents sont accessibles et leur diffusion. En fait, c'est ça dont on parle. L'accessibilité, c'est réglé, c'est-à-dire qu'il suffit de se rendre dans les archives départementales et de demander à consulter. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais ensuite, il y a la question de la diffusion. Et c'est là que ça coince en réalité. Parce que, en fait, ce que demandent beaucoup de gens depuis plusieurs années, c'est que l'ensemble de ces documents soit effectivement centralisé, numérisé et ensuite mis à disposition du plus grand nombre, comme dirait Poriol, en open source. Et c'est ça la problématique. L'accessibilité, elle ne pose pas de problème en tant que telle. Si moi, même en tant que citoyenne, pas en tant que chercheur, si je vais aux archives et que je demande communication de ces documents, je peux les avoir et je peux les regarder sur place. Il n'y a pas de problème. Et les photographier. Mais ensuite, la question se pose de leur diffusion à plus large échelle et de la réunion de tous ces documents de toutes les archives départementales de France. Et c'est ça la problématique en réalité. Concernant les chercheurs, là aussi, quand on parle de décontextualisation, en Macronie, depuis les années, en gros, depuis le Covid, mais un peu avant, la relation entre les milieux de recherche et les instances, disons, gouvernementales
c'est pas arrangé. C'est-à-dire qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, à la fois sur les financements, sur les réformes de la recherche, sur un certain autoritarisme qui se manifeste de différentes manières. Et on en arrive aujourd'hui à avoir des affaires invraisemblables, comme un sondage qui vient d'être annulé, mais qui allait carrément enquêter sur les opinions politiques des chercheurs ou des enseignants du supérieur. Il y a eu un colloque qui a été annulé au Collège de France. Je ne vais pas vous refaire la série. Mais si on remet donc ça dans cette histoire-là, on comprend bien qu'effectivement le CNRS ou les instances, disons, très haut placées, qui sont en rapport avec le politique de manière continue, n'aimeraient pas trop finalement, sachant qu'on a des gouvernements depuis 2024 dont la légitimité politique est quand même au moins questionnable, puisqu'il n'y a pas de majorité, parce que, enfin, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire. Et donc on se retrouve avec ne pas ouvrir les portes à une critique portée par des chercheurs, c'est aussi une stratégie politique. Je pense qu'il faut remettre tout ça dans ce contexte-là, qu'on ne peut pas uniquement raisonner en termes techniques de qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas, pourquoi c'est pas communiqué. Si c'est pas communiqué, c'est parce qu'il y a évidemment un champ de force qui se déploie dessous et qui n'est pas totalement inaccessible à notre interprétation, puisqu'on voit bien qu'il y a une tentative de verrouillage de formes d'opposition ou de critique dans ce pays, et que les Gilets jaunes d'ailleurs ont payé très cher. Parce que le mot violence policière n'a jamais été prononcé dans le documentaire, mais ça a quand même été ce qui a été le plus saillant pendant au moins 6 mois. Et ça a produit des effets sur tous les mouvements sociaux qu'on suivi. On va pas refaire Sainte-Soline, Mediapart l'a fait très bien, voilà, etc. Les archives, elles sont accessibles. Ça, c'est une certitude. Les contributions ont été déposées dans les archives départementales. Et donc, elles ne sont pas frappées ni par le secret des affaires, ni par le secret défense, ni par un autre secret. Donc, elles sont accessibles. Ce qui posait problème, en tous les cas, qui a servi de parapluie ou de paravent pour ne pas publier, c'était qu'il y avait, d'une part, des coordonnées personnelles, donc on ne peut pas publier toutes les photos parce que sinon on porte atteinte à la vie privée, etc. Et qu'il y avait des contributions qui ont été adressées pour le président de la République, mais qui n'étaient pas dans des cahiers de doléances et qui ont été agrafées par les mairies dans les cahiers, et que par conséquent, il n'y avait peut-être pas un consentement à ce moment-là à la publication. Il n'en reste pas moins que des chercheurs qui prennent le corpus, qui prennent les propositions qui sont dedans en les anonymisant, n'ont aucun problème pour pouvoir faire ce travail d'analyse et de recherche. Et donc, je pense d'ailleurs que des journalistes et des futurs journalistes pourraient le faire également assez simplement. En tous les cas, département par département, c'est quelque chose qui me semble tout à fait faisable. Mais ce qui moi, m'a alerté un petit peu quand même dans le film, c'est ce colloque, cette audition, très bien d'organiser des auditions, mais finalement, cette délibération, à quoi sert-elle, puisque le principe, c'est surtout d'aller aux archives et de photographier, et puis d'en sortir la substantifique moelle. Les lanceuses et lanceurs d'alerte, dans un premier temps, ne sont pas lanceuses et lanceurs d'alerte. Ils sont simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure, des citoyens obéissants, parce que finalement, quand Irène Frachon va voir l'agence du médicament pour dire le Mediator, c'est un poison parce qu'il y a de l'isoméride, elle va voir finalement l'entité qui est responsable de regarder les choses, et elle devient lanceuse d'alerte finalement parce que l'agence du médicament ne fait pas son travail. Et donc elle n'a pas une démarche de devenir lanceuse d'alerte, elle se trouve sur un cheminement qui l'amène jusqu'à publier cette information parce qu'elle considère qu'elle est d'utilité publique et qu'il est absolument nécessaire que la population le sache. De la même manière, Antoine Deltour ou Raphaël Allais, lorsqu'ils vont publier les informations qui montrent que les grands cabinets comptables permettent de faire de l'optimisation fiscale avec de la fuite au Luxembourg, finalement, ils le font parce que l'inspection des finances, la direction générale des finances publiques, n'a pas fait les contrôles, voire même a autorisé ces optimisations fiscales. Donc ils publient, et ils publient, pourquoi? Non pas pour dire
regardez comme on est fort, et il publie parce qu'il considère que la contribution commune doit être répartie équitablement entre les citoyens en raison de leurs facultés. C'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Je savais que ça te ferait plaisir. Donc voilà. Et donc la progressivité de l'impôt, et en tous les cas la participation de chacun des citoyens en fonction de ses capacités financières, bah c'est ça, finalement, qu'ils vont faire. De la même manière, Karim Ben Ali, avant de publier ces vidéos où on le voit déverser des produits chimiques qui auraient dû être apportés dans des centrales de retraitement, bah en fait, il le fait, mais il est allé voir les pompiers pour leur dire « voilà ce qu'on est en train de me faire faire ». Et c'est simplement parce que les pompiers, en fait, ils s'aperçoivent qu'il y en a un qui travaille dans la boutique, donc effectivement, qui n'ont rien fait, qu'il va faire cette vidéo et qu'il va la publier. Donc, ce que je veux dire pour répondre à ça, sans même parler de ce que j'ai pu faire, ou de ce que peut faire Raymond Avrier, en fait, quand on alerte, en fait, on va voir ceux qui sont normalement en charge de traiter les alertes et d'apporter des mesures correctives à ces alertes. Et c'est à partir du moment où ça n'a pas fonctionné, que on se retrouve dans une situation de lanceuse ou lanceur d'alerte. Voilà, en tous les cas, la manière dont je le dirais. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Dans ces mouvements d'alerte ou de dénonciation, il y a souvent soit une part de naïveté rousseauiste de la part de ceux qui prennent la parole, qui n'ont pas étudié l'écosystème politique dans lequel ils agissent. C'est normal. Si vous tenez un propos public qui met en cause l'activité, les intérêts, les représentations, les valeurs d'un groupe quelconque, peu importe, on peut prendre plein d'exemples, il est évident qu'ils vont réagir. Enfin, je veux dire, c'est rare de dire « Ah ben non, vous avez raison, vous êtes vraiment un good guy, on va vous mettre une médaille, etc. etc. » Donc il y a forcément, vous entrez dans un champ de force. Donc toute alerte, en fait, nécessite d'organiser sa protection déjà soi-même, d'une certaine manière, avant d'aller chercher des protections qui sont effectivement incomplètes. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur les 3 lois, loi Blandin, loi Sapin 2 et loi Wasserman, pour le faire vite, hein. On les a beaucoup travaillées, elles nous ont beaucoup fatigués aussi, parce qu'elles sont incomplètes. C'est-à-dire qu'on vous fait croire, d'une certaine manière, que vous êtes protégé par la loi, et en réalité, vous n'êtes pas du tout protégé si vous n'avez pas organisé le réseau qui supporte, qui soutient le combat que vous allez devoir mener. Parce qu'il est évident qu'une alerte, ça vaut, mais de manière générale, le terme alerte a été choisi dans les années 90 par contraste avec dénonciation, justement. Et une alerte qui réussit, ben justement, elle fait réagir les pouvoirs, les puissances d'agir qui sont compétentes, et le problème est réglé. D'accord. On crie au feu, on arrive à éteindre l'incendie. On n'est pas lanceur d'alerte si on lance l'alerte après que l'incendie a tout ravagé. Là, il y a vraiment un problème. C'est comme les gens qui ont découvert le climat avec 20-30 ans de retard. Moi, je suis un peu... c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui vise à empêcher que quelque chose se produise, ou se reproduise, évidemment. Et donc, du coup, on est dans un mouvement très paradoxal. Parce qu'on ne peut pas avoir, évidemment, la démonstration formelle que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Tu vois le truc? Moi, je l'ai beaucoup fait sur la crise de la vache folle dans les années 96, c'est-à-dire lié à la naissance du concept de lanceur d'alerte, où en fait, il y a eu 3 ans de crise européenne avec un abattage complètement monstrueux de vaches et voilà toute une filière bovine qui a été vraiment marquée par ça, avec des annonces d'épidémiologistes qui annonçaient des millions de morts. Effectivement, il y en a eu 600. Mais c'est plutôt des jeunes gens d'ailleurs. C'était pas drôle du tout. Hein. Mais ce qui veut dire que voilà, l'alerte en fait peut complètement renverser le fond sur lequel vous agissez. Et pareil pour la dénonciation. Donc là, à mon avis, il faut vraiment la protection. Oui, la maison des lanceurs d'alerte, on les connaît bien aussi. Ils ont plein de dossiers. Ils sentent bien que là, oh là là, ça sent le roussi, ça va être compliqué. Même les associations qui sont derrière ont eu des problèmes. Rappelez-vous Anticorps, par exemple. Avec la question de l'agrément. En fait, tout est un petit peu à étudier en profondeur avant de simplement dire voilà, on veut étouffer l'alerte. C'est qu'en fait, il y a vraiment un réseau, un jeu de pouvoir complexe et donc il faut une enquête collective. Il faut un collectif. On ne peut pas porter l'alerte tout seul. Moi, je crois pas aux lanceurs d'alerte individuels.
D'ailleurs, le concept s'applique très bien à des institutions, il s'applique très bien à des réseaux d'acteurs, à des collectifs, à des syndicats, à des organisations. Il n'y a pas de privilège aux lanceurs d'alerte individuels, c'est même très mauvais signe. Le fait que finalement il a fallu une crise pour que des maires disent j'ouvre la mairie et tiens, les citoyens vont pouvoir écrire. Enfin, c'est quand même le fruit d'une crise, alors que finalement... non, mais ce qui n'est pas forcément inintéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une crise, on ouvre, en tous les cas, c'est comme ça qu'on le perçoit dans le film, on ouvre la mairie parce qu'il y a une crise, et on dit aux gens, bah tiens, écrivez. Mais dans la question de la représentation, il y a, à mon sens, là, une question d'alerte. Je donne l'exemple, puisque il se trouve que je suis devant la cour administrative d'appel et j'attends la décision. Mais pendant le Covid, il y a des dizaines de milliers de conseils municipaux et des centaines de milliers de conseillers municipaux qui se sont réunis sans public. Et ils ont trouvé tout à fait normal de pouvoir délibérer sans que le public puisse assister à leurs débats, alors que le fondement même de la République, c'est que les débats du conseil municipal sont publics. Et alors, c'est pas pour me vanter, mais je suis le seul à avoir attaqué ça devant le tribunal administratif en France. Et ça, ce qui me pose question et ce qui me semble relever de l'alerte dans ce processus, c'est qu'il n'y a pas une organisation syndicale, politique, environnementale, etc., qui s'est posé cette question. Mais de la même manière, on ne s'est pas posé la question de dire, c'est quand même bizarre qu'il faille utiliser une procédure qui était une procédure utilisée, comme il le dit, à un moment, en 1789 ou en 1788 pour parler aux monarques, pour... dans le cadre d'une société démocratique. Donc, je pense que là, ce film nous interroge quand même beaucoup sur le fonctionnement à la fois de la représentation, même si on a plusieurs sens au mot représentant, et à la fois sur ce qui ressort aujourd'hui, finalement, et comme tu le disais un petit peu, finalement, l'écrit a un peu euthanasié l'écrit. Je voudrais revenir juste un instant peut-être sur le film lui-même et sur le contenu des 10 cahiers ou des 10 doléances. Je crois en effet, Laurent d'Artigue l'a dit, qu'on mélange beaucoup de choses dans cette histoire-là, et les doléances dont on parle, tous les écrits dont on parle, c'est pas que, par exemple, ceux des Gilets jaunes non plus. Et c'est aussi toute la problématique du contenu, qui, par le fait que ça ne soit pas diffusé à large échelle, reste finalement assez incertain. On spécule beaucoup et finalement peu de gens ont accès à l'ensemble et peuvent relier peut-être certains types d'écrits à certaines procédures d'écriture aussi, parce que ça c'est important. Et c'est vrai que pour le coup, en termes d'alerte, ce film me semble un peu faible. Il est quand même animé par beaucoup d'apparents bons sentiments. Mais de ce fait, véhicule, je pense, de mauvaises idées, à la fois sur la représentation, sur la politique, sur ce qu'il y a dans ces cahiers, sur ceux qui veulent voir ces cahiers, etc. Donc, bon, c'est intéressant qu'on en parle, donc du coup, mais c'est vrai que le film lui-même est quand même une jolie histoire qu'on se raconte, qu'on voudrait nous raconter, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Et c'est vrai que tout le monde n'écrivait pas ces cahiers de doléances, c'était peut-être les personnes les plus naïves, tu disais, ou les plus... Enfin, souvent c'était des primo-manifestants, disaient, donc c'était la première fois. Et c'est vrai que les gens même venaient dans des manifestations à Paris, tout nus, on va dire, sans masque, sans protection, enfin sans protection aussi juridique, c'est-à-dire quel est l'avocat que je vais appeler quand je serai en garde à vue, comment je vais me tenir devant le policier qui va me demander de raconter ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, tout le monde ne s'est pas prêté à cette écriture. Et je pense qu'en 2023, en fait, dans les Gilets jaunes avec qui j'ai encore des relations, il n'y en aurait pas beaucoup en fait qui auraient envie de parler de cette histoire-là, parce qu'en fait, ça a été vraiment un échec. Des gens aussi qui ont perdu des yeux ou des rats ou des bras. Du coup, pendant les Gilets jaunes, il y avait quand même pas mal de gens qui disaient on n'est pas écoutés, cahier de doléances ou pas.
Et du coup, peut-être qu'on reviendra dans 1 an, dans 2 ans, mais cette fois-là, en fait, on ne fera pas des cahiers de doléances, on ne fera pas des manifestations, ce sera tout de suite du sang. Après, on n'en sait rien, enfin, ce que sera l'avenir. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis plus sociologue des mobilisations que de sociologue de l'alerte, même si, quand on étudie des problèmes publics, des manières, comment les problèmes naissent et par qui sont portés. C'est vrai qu'en 2025, maintenant, quand on voit ce film, on se pose la question de ces formes d'action, les cahiers de doléances, l'Assemblée générale, qui est quand même hyper constitutive de nos manières de faire. On a vu le 10 septembre, quand on a bloqué tout, on s'est quand même englué dans cette bonne vieille Assemblée générale, face à aussi une répression, en tout cas à Grenoble, qui était très forte. Il y avait entre l'Assemblée générale et le blocage où on se faisait éclater, pour dire les choses simplement, il y avait une difficulté à penser à autre chose. Et du coup, ce film, il fait aussi réfléchir à celui qui manifeste, je pense à ceux qui étudient les manifestations, au renouvellement de la forme d'action, en fait, entre après ces cahiers, après ces assemblées, après ces manifestations encadrées par la police et décidées avec la préfecture. Du coup, quel est l'horizon L'horizon, et c'est vrai que quand on étudie d'autres pays, par exemple en Russie aussi, en général, quand il y a des problèmes, des décharges avant 2022, parce que maintenant, il n'y a vraiment aucune manifestation et c'est vraiment tout est bloqué, mais quand il y avait encore des espaces de lutte que j'étudiais avant 22, c'est vrai que un primo arrivant, c'est un primo manifestant dans un village, quand il voyait sa forêt disparaître pour une décharge ou une centrale nucléaire, il écrivait en fait à Poutine. Donc c'était pas un cahier de doléances, mais c'était tout le village se rassemblait devant une caméra et puis on disait à Poutine, parce que lui n'était pas corrompu, sauvez-nous de la corruption locale ou régionale. Et assez rapidement, comme les gilets jaunes, les gens comprenaient que c'était pourri, pour reprendre les mots, de bas en haut, et que la seule manière d'avoir une action sur ces choses, c'était le blocage. Le blocage d'une route, le blocage d'un site ou le blocage des Champs-Élysées. Et du coup, on peut se dire, nationalement ou même internationalement, en fait, comment le peuple ou les citoyens qui ont leur vie et leurs problèmes, en fait, se retrouvent et pensent l'action. Et ce film, c'est une sorte de miroir qui on dit on ne peut pas... le cahier de doléances, c'est bien gentil, mais que faire ça a quand même une vertu aussi de se repositionner en fait dans notre actualité. Voilà. Juste un mot, moi, pour dire que c'est une vieille histoire quand même, ce que Perrine vient de dire, parce que il y a toujours eu dans les mouvements sociaux, depuis la Révolution française en particulier, mais en particulier dans les mouvements ouvriers de la fin du 19e, début du 20e, entre eux un légalisme procédural, donc qui cherche précisément à l'intérieur du dédale institutionnel des solutions, en jouant sur les cris d'ailleurs beaucoup, et sur les cris et l'apostrophe, et donc sur le respect au fond de la logique argumentative procédurale, et puis une logique effectivement plus insurrectionnelle. Et ce qui était, dans le cas des Gilets jaunes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait revenir ce moment insurrectionnel qui a vraiment fait très peur, évidemment, au pouvoir qui s'y attendait pas, et qui a laissé les mains libres à une police qui était déjà bien travaillée par des idées d'extrême droite, il faut le dire. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dans une situation qui a marqué, je pense, qui continue à marquer, en fait, d'abord le maintien de l'ordre, le rapport du politique aux gens ordinaires, et qu'effectivement, alors c'est là où on peut avoir un débat sans fin, c'est savoir, dans ces écrits, il y a plein de choses extraordinaires qui se disent. C'est important que ça soit dit, lu, partagé, etc. Sous toute forme artistique, forme sociologique, forme journalistique, etc., etc. Et en même temps, il y a effectivement tout ce qui n'est pas rendu visible et qui est oublié de ces tensions, de ces pressions dans lesquelles sont les gens, et qui ont vécu des choses, qui continuent à vivre des choses très violentes. Et là, il y a vraiment l'alerte, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire une démocratie qui soit à la fois suffisamment pacifiée pour que les procédures fonctionnent, et en même temps dans laquelle l'agonistique n'est pas impossible. Sinon, par exemple, vous avez une accusation de bordélisation qui tombe sur certains groupes politiques,
je ne les citerai pas. Et ça devient en fait l'anathème qui permet en fait d'éviter tout débat sur les sujets. Parce que vous êtes discrédité au fond. Le grand problème de tout lanceur d'alerte, de manière générale, de tout militant ou porteur de cause, c'est le discrédit. C'est-à-dire d'arriver dans des arènes médiatico-politiques, publiques, etc., dans lesquelles, au fond, sa parole est déjà démonétisée par des gens dont c'est quasiment le boulot de le faire. Ouais, ouais. Donc là, il y a un enjeu, effectivement, de retrouver les conditions. Et donc ça ne peut repartir que de localité, que de choses extrêmement locales. Moi, je crois beaucoup aux expérimentations démocratiques très locales. Et il y avait des mairies ouvertes avant. Il y a eu des listes citoyennes qui ont pris le pouvoir dans les mairies. Il y a eu plein d'expérimentations. Simplement, évidemment, elles n'étaient pas rendues visibles aux échelles supérieures. Enfin voilà, c'était pour...